Salam alaikum. On va faire aujourd'hui le cours de pathologie neurodégénérative. Comme introduction, c'est une liste croissante de pathologies du système nerveux regroupant des maladies. Bon, il y a plusieurs maladies fréquentes et rares. D'accord, ces maladies peuvent être fréquentes ou rares, héréditaires ou sporadiques, ça veut dire irrégulières, avec des symptômes différents. D'accord, réunis par des mécanismes communs mal définis. Le mécanisme des maladies neurodégénératives est mal défini. On a la neurodégénérescence, une définition vague, ça veut dire elle est non précise. Pour l'évolution d'une maladie neurodégénérative, elle est progressive et même on a le rôle de vieillissement, d'accord? Et il n'y a pas de thérapie efficace, c'est juste un traitement symptomatique. Une maladie neurodégénérative correspond à une pathologie. C'est une pathologie progressive qui affecte le cerveau, ou plus globalement le système nerveux. D'accord, on parle du cerveau ou le système nerveux en général. Entraînement la mort des cellules nerveuses. Dans la neurodégénérescence, c'est la mort des cellules nerveuses. La pathologie neurodégénérative engendrant des dysfonctionnements cognitifs parce que la neurodégénérescence affecte les cellules nerveuses. D'accord, on a la mort des cellules nerveuses. Par conséquent, on a les pertes de l'équilibre, des mouvements, de la parole, de la respiration. Bon, l'hypothèse physiopathogénie, d'accord? C'est quoi la pathogénie des maladies neurodégénératives? Bon, hypothesis is proposed to explain the pathogenesis of neurodegenerative disease. D'accord. Bon, après, on va expliquer. A hypothesis is proposed to explain the pathogenesis of neurodegenerative disease and the diversity of its phenotypes. The hypothesis is based on 7 main propositions. 1. Neurodegenerative disease is associated with multiple risk factors. 2. Age is the most important of the risk factors. 3. Aging differentially affects the neuroanatomical pathways. 4. Degeneration of these pathways results in the formation of pathogenic protein. 5. Pathogenic proteins spread along anatomical pathways. 6. The phenotypes of familial and sporadic forms of disease are similar. 7. Neurodegenerative disease is characterized by heterogeneity, overlapping phenotypes, and multiple pathology. Bon, pour l'hypothèse physiopathogénie de maladies neurodégénératives, on parle surtout des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque pour avoir des maladies neurodégénératives. Même l'âge, on a le rôle de vieillissement. Même, on a les protéines. Il y a des protéines pathogènes. On parle surtout des protéines pathogènes. D'accord, comme les dépôts de bêta-amyloïdes, les protéines tau. Il y a aussi les formes familiales. Il y a des formes familiales de ces maladies. Et même la neurodégénérescence, on a dit, on a l'hétérogénéité, d'accord? Et overlapping phenotypes, ça veut dire le overlapping, ça veut dire plusieurs maladies en même temps. Comme en pneumo, on a overlapping entre PPCO et l'asthme. C'est ça overlapping et multiple pathology. Bon, pour les pathologies neurodégénératives avec syndrome démentiel, d'accord? La démence, on parle. On commence avec la maladie d'Alzheimer. C'est la plus fréquente des démences dégénératives du sujet âgé, d'accord? Une dégénérescence neurofibrillaire, ça veut dire quoi neurofibrillaire? Ça veut dire qu'il y a une accumulation des protéines tau avec des plaques séniles. Plaques séniles, c'est des dépôts des bêta-amyloïdes à l'extrémité de neurones. Bon, les protéines normales, c'est les alpha-amyloïdes. Mais dans ce cas, on a les dépôts de bêta-amyloïdes à l'extrémité du neurone. Elle est la plus fréquente chez la femme. D'accord? Alzheimer, c'est surtout chez la femme. Elle débute le plus souvent après 65 ans. Après 65 ans, ça veut dire une femme. Après 65 ans. Même il y a des facteurs protecteurs et d'autres facteurs de risque. On a des facteurs protecteurs contre la maladie d'Alzheimer et des facteurs de risque. Elle peut être sporadique ou elle peut être génétique. D'accord? Et on a une atteinte du système nerveux cholinergique. D'accord? C'est les récepteurs cholinergiques. On parle du système neuronal cholinergique. D'accord? Pour la sémiologie de maladie d'Alzheimer, on a les troubles cognitifs. Troubles de la mémoire épisodique, ça veut dire la mémoire personnelle. De travail, ça veut dire la mémoire temporaire
dans le cortex préfrontal. Et sémantique, ça veut dire la mémoire de connaissance générale. Il y a des troubles aussi des fonctions exécutives, comme la perte de l'initiative, des capacités de jugement et même de raisonnement. D'accord. La désorientation temporale et spatiale, يعني ما يشافها وين راهي وش من عام رانا 2025. Trouble de langage. Je pense même حنا ما شافنا باللي رانا في 2025. Bon, le trouble de langage, au début aphasie. Bon, l'aphasie, elle est anomique. Anomique. Bon, on a l'aphasie anomique et l'aphasie globale. L'aphasie globale, elle est sévère. Mais l'aphasie anomique, c'est une aphasie amnésique. Ça veut dire aphasie légère. Mais l'aphasie globale, elle est sévère. Anomique, ça veut dire il y a de troubles de mots. C'est ça, trouble de langage. Trouble pratique. Pratique, on parle surtout d'idiomotrice idéatoire. Bon, c'est quoi la praxie? C'est d'effectuer les tâches, d'accord? Des gestes pour un but, c'est ça, la praxie. Idiomotrice, il y a idéatoire et idiomotrice. Idiomotrice, c'est d'exécuter un geste sur commande, d'accord? C'est ça. Idéatoire, c'est enchaîner les étapes d'une action complexe. C'est ça, idéatoire. Troubles psychocomportementaux, on a la dépression, bon, peut-être agitation ou l'inverse, apathie, ça veut dire perte de motivation, hallucination, surtout visuelle, ça veut dire perte de sensorielle sans stimulus réel, c'est ça, les hallucinations. Peut-être trahir, c'est ça. Perception sensorielle sans stimulus réel. Et idée délirante, c'est ça. Troubles de rythme, veille, sommeil, même on a des troubles de rythme. Examen neurologique. Dans l'examen neurologique, reste longtemps normal dans la maladie d'Alzheimer. À la phase d'état, certains signes neurologiques sont retrouvés. Il s'agit des signes extrapyramidaux. D'accord, on a dit. On a les signes extrapyramidaux parce que extrapyramidaux, c'est surtout les partonies, on a des plastiques, c'est ça, extrapyramidaux, des myoclonies. Myoclonies, ça veut dire des contractions musculaires brèves et involontaires. Des réflexes. Bon, ces réflexes, c'est des réflexes, d'accord, qui persistent à la naissance. Normalement, ces réflexes disparaissent à l'âge adulte, c'est ça. Bon, des crises d'épilepsie. D'accord, on a les crises d'épilepsie peuvent survenir en général tonico-cloniques, les reflets de l'épilepsie. On a les crises toniques, les crises cloniques, les secousses, les mouvements, les toniques, d'accord? C'est ça les crises d'épilepsie. Parce que de l'épilepsie, on a la phase tonique, la phase clonique, la phase tonico-clonique, la biologie. On dose dans l'ACA le peptide, d'accord? On a dit bêta-amyloïde. Le bêta-amyloïde et les protéines tau. D'accord? Et même on dose les protéines tau phosphorylées. Parce qu'on a une augmentation de ces protéines. L'imagerie cérébrale, à l'IRM, permet de mesure volumétrique de l'hippocampe. Parce que c'est de la mémoire. C'est ça. Évaluation globale. On a le score d'évaluation, le MMSE. Le MMSE, c'est Mini Mental State Examination. Et on a le PAC 96. Le PAC 96, c'est une version adaptée de MSE. Où on a aussi les 5 mots de Dubois. Les 5 mots de Dubois, on demande aux patients de mémoriser 5 mots. C'est ça. Le traitement est symptomatique. D'accord, il n'y a pas de traitement pour d'Alzheimer. C'est juste un traitement symptomatique. Il n'agit pas sur l'évolution de la maladie. D'accord, c'est juste un traitement symptomatique. On donne les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. D'accord. Et même les antiglutamatérgiques, c'est le glutamate, c'est des neurotransmetteurs, et les neuroprotecteurs, d'accord, et aussi il faut lutter contre les facteurs de risque. Dégénérescence lobaire frontotemporale, représentée en effet la deuxième cause de démence dégénérative chez les patients de moins de 65 ans après la maladie d'Alzheimer, d'accord, c'est en deuxième lieu, après la maladie d'Alzheimer. 3 syndromes sont décrits dans le DFT. On a comportemental, parce que c'est frontal, parce que c'est frontotemporal, d'accord. Parce que le lobe frontal, c'est pour le comportement, c'est ça. Et temporal, c'est sémantique, c'est l'aphasie.
Parce que comme le pariétal, c'est pour la gustation olfactive, sensorielle. Occipital, c'est pour visuel. Temporal, c'est auditive. D'accord. Frontal, c'est motrice. C'est pour ça, on a dit temporal, ça veut dire auditive, aphasique. Bon, on a dit sémantique et aphasie et sémantique, c'est ça. L'âge, on a dit avant 65 ans et le ratio 1, ça veut dire égal entre les femmes et les hommes. C'est une topathie. Topathie comme maladie d'Alzheimer. Sémiologie clinique. Pour la sémiologie clinique, installation progressive, d'accord, comme les autres maladies neurodégénératives. Trouble de comportement, il y a une apathie. On a dit apathie, ça veut dire perte de motivation, perte d'initiative, jovialité inappropriée, ça veut dire peut-être une jovialité inappropriée, ça veut dire euphorie, attitude très joyeuse. Ou peut-être une rigidité mentale ou hyperoralité, genre c'est ça, hyperoralité. Trouble de langage, réduction progressive du langage conduisent à un mutisme. D'accord, il y a jusqu'à un mutisme. La mémoire et les fonctions instrumentales sont préservées. Mais la mémoire, dans la dégénérescence lobaire, il est préservé parce qu'il n'y a pas d'atteinte d'hippocampe. On a dit, l'examen neurologique, il est normal, puis au stade avancé, un syndrome pyramidal. D'accord, ici on peut trouver un syndrome pyramidal, atteindre du faisceau pyramidal et extrapyramidal. D'accord. On a des dents pyramidales, les réflexes vifs, hypertonie, spastique, tout ça, extrapyramidal, et le trouble du système nerveux-végétatif. L'imagerie cérébrale, on peut trouver une atrophie normale. De quoi? Parce que c'est fronto-temporal. Des régions du lobe frontaux et même les régions de lobe temporopolaire. D'accord? Et même du corps calleux. D'accord? On a dit, c'est dégénérescence lobaire frontotemporale. À l'imagerie, on trouve une atrophie de ces régions. L'évolution, la durée moyenne d'évolution est 7 ans. Et il n'y a pas de traitement spécifique, c'est juste un traitement symptomatique. Pour les pathologies neurodégénératives avec syndrome parkinsonien, la maladie de Parkinson, c'est la paralysie tremblante. D'accord. C'est la deuxième pathologie neurologique dégénérative après la maladie d'Alzheimer. D'accord. C'est bien sûr, on a de l'Alzheimer, Parkinsonien, d'accord. Cause la plus fréquente des syndromes parkinsoniens, parce qu'on a la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens. Bon, pour la maladie de Parkinson, on donne dopamine, c'est ça. Légère prédominance masculine, Parkinsonien, c'est surtout chez les hommes, mais Alzheimer chez les femmes, le plus souvent après 55 ans, Parkinson après 55 ans. C'est une maladie multifactorielle, facteurs génétiques et facteurs d'environnement, comme une trauma crânienne, exposition professionnelle, les solvants, parce que sont neurotoxiques, comme les solvants sont des solvants neurotoxiques, et perte de neurones dopaminergiques. On parle surtout de maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques, les négrostriés, d'accord, striatum, la substance noire, des ganglions de base. Il y a une perte des neurones dopaminergiques, mais d'Alzheimer, on a parlé des cholinergiques. Le sémiologie clinique, les signes moteurs. Bien sûr, c'est syndrome de Parkinsonien, c'est extrapyramidal. Le triade A, la triade de syndrome parkinsonien, tremblement de repos, d'accord. Bradykinésie, genre, comme savent les Parkinson, c'est un tremblement de repos, bradykinésie et même hypertonie, l'hypertonie extrapyramidale. Le tremblement parkinsonien est lent, faible, de faible amplitude, il est distal, il est asymétrique, d'accord? Exemple assis en train de lire ou de regarder la télévision ou lors de la marche. Ce tremblement peut toucher les bras, les jambes et le menton. Le tremblement augmente lors du stress ou de la fatigue. En général, le tremblement disparaît lorsque l'on tend les bras. On a parlé de l'hypertonie extrapyramidale et l'accroissement de la résistance d'un muscle à l'étirement passif homogène et continu à l'édite plastique. Bon, pour l'hypertonie, on a dit pour l'hypertonie,
Attendez, l'hypertonie plastique de syndrome extrapyramidal du maladie de Parkinson et l'accroissement de la résistance d'un muscle à l'étirement passif, homogène et continu. Elle est dite plastique. Parce que dans l'hypertonie élastique et spastique du système pyramidal, quand on déplace le segment, la résistance augmente avec le degré d'étirement. C'est ça. Mais dans l'hypertonie plastique, elle est uniforme. On peut dire un tuyau du plomb. Ou elle peut être une alternance dans le parkinsonien de renforcement au relâchement, c'est le phénomène de redenté. Plastique, une fois le membre est relâché, il garde plus ou moins la position initiale. C'est pour ça qu'elle est plastique. L'akinésie, le maître symptôme du syndrome parkinsonien, réduction du mouvement automatique. Même on a l'akinésie, c'est le maître symptôme du syndrome parkinsonien, réduction du mouvement automatique, rareté des mouvements et modification posturale. C'est ça l'akinésie. Les signes non moteurs. Et même on a d'autres signes qui sont non moteurs, puis ça doit accompagner les signes moteurs. On a la dysautonomie, ce sont des troubles de système nerveux autonome, comme les troubles digestifs. On a les troubles sensitifs, les troubles psychiques, cognitifs, même des troubles de comportement et sommeil paradoxal. Même les troubles de sommeil. Le diagnostic du syndrome et de la maladie de Parkinson idiopathique et clinique, d'accord? Triade, bradykinésie, tremblement de repos et rigidité. Et bien sûr, la maladie de Parkinson, elle est sensible au traitement dopaminergique. Pour le traitement médical, il est symptomatique. N'agissent ni sur la cause ni sur la progression de la maladie. Ce sont des traitements symptomatiques. Augmente le taux de L de la dopa, c'est la L-dopa. Le choix thérapeutique dépend de l'importance de la gène fonctionnelle, bien sûr. Le choix de traitement, si on fonctionne de l'âge, une fois boulié, le traitement des signes moteurs, d'accord. Et les traitements de forme avancée, on peut injecter la toxine butylique. Pourquoi? Parce que toxine butylique bloque l'acétylcholine, d'accord. C'est pour ça qu'il diminue les complications parkinsoniennes. Pompe à apomorphine, c'est des agonistes dopaminergiques et même on peut faire une stimulation cérébrale profonde. Comme pacemaker du cœur, c'est ça la stimulation cérébrale profonde. Pour l'atrophie multisystématisée AMC, affection neurodégénérative, sporadique de l'adulte, d'accord, elle n'est pas génétique, elle est sporadique, association de façon variable, un syndrome. On a association de façon variable un syndrome parkinsonien, cérébelleux et une dysautonomie. C'est ça l'atrophie multisystématisée. On a le syndrome parkinsonien, cérébelleux. Imaginez, syndrome parkinsonien extrapyramidal, cérébelleux et même une dysautonomie. Elle est multisystématisée, cette atrophie. Elle est caractérisée par une dégénérescence intéressant le système nigrostrié. On a dit nigrostrié, les substances noires, striatum, olivopontocérébelleux et même entre les olives et le cervelet. Parce que c'est nigrostrié, c'est les voies dopaminergiques, d'accord. Elle relaie le substance noire négra au tronc cérébral. C'est ça. Cérébral ou striatum. Ça veut dire entre le tronc cérébral ou striatum dans les noyaux basaux. C'est ça, noyau de base. Nigrostrié, c'est pour le mouvement et la coordination. Olivopontocérébelleux, c'est la coordination motrice et le contrôle de mouvement. Bon, on a dit nigrostrié, c'est les noyaux de base. C'est là les voies dopaminergiques reliant la substance noire négra au tronc cérébral, au striatum dans les noyaux de base, et olivopontocérébelleux, c'est entre le cervelet et l'olive. Les olives et entre le pont. Et de la moelle, et même la moelle. Légère, bien sûr, elle est masculine, comme maladie de Parkinson, et la masse reste difficile à distinguer de la maladie de Parkinson. La sémiologie clinique, on a dit, on a un syndrome parkinsonien, syndrome cérébelleux et une dysautonomie. Parkinsonien, c'est le syndrome akinéto-hypertonique, d'accord, avec le tremblement de repos.
Et on peut trouver aussi des tremblements atypiques, c'est les myoclonies. Myoclonies, ça veut dire des brusques secousses involontaires. Syndrome cérébelleux, il est précoce et intense. D'accord. Dans l'atrophie multisystématisée, il est précoce et intense quand les atrophies multisystématisées sont centrales. Il est tardif quand l'atrophie elle est périphérique. C'est surtout syndrome cérébelleux quand les atrophies multisystématisées sont centrales. On a une ataxie cinétique et une dysarthrie cérébelleuse. D'accord. Bien sûr, syndrome cérébelleux, on a la dysarthrie cérébelleuse, on a l'ataxie cérébelleuse. On a aussi la dysautonomie. Elle est quasi constante. Et même la dysautonomie, ça veut dire des perturbations du système autonome. On a les troubles génito-sphinctériens, les potentiels orthostatiques. C'est ça. Il y a d'autres signes. On a dit les troubles. Bon. Du sommeil paradoxal, c'est ça. Trouble de sommeil paradoxal. Trouble de comportement et sommeil paradoxal. La dystonie, les troubles cognitifs. Ah, l'anticolie sévère. C'est quoi l'anticolie sévère? C'est une flexion anormale du tronc. D'accord, du tronc. C'est une flexion anormale du tronc. C'est ça l'anticolie sévère. Signe de la tour de Bise. Comme la tour de Bise. Anticolie sévère. C'est une flexion anormale du tronc. Imagine sur la tour de Bise. C'est la tour de Bise. Burj Bise el-Ma'i, c'est ça. C'est une anticolie sévère. Il est signe de la tour de Bise. Ah, c'est parce que le patient est incapable de maintenir la position droite sans pencher en avant. D'accord. Bon, juste akinésie, bradykinésie et hypokinésie. Akinésie, c'est l'absence totale du mouvement. Akinésie, il n'y a pas de mouvement. Bradykinésie, c'est la lenteur du mouvement. Hypokinésie, c'est diminution de volume et l'amplitude de mouvement. Et pour l'IRM cérébral, on a l'atrophie cérébelleuse et pontique. Parce qu'on a dit, il y a un syndrome cérébelleux, ça veut dire il y a une atrophie cérébelleuse, et pontique, parce qu'on a dit olivoponte cérébelleux, et sinon la croix pontique. Il y a des hyposignaux, d'accord, ce sont des hyposignaux, on croit au sein du pont. Il y a à l'IRM, vous trouvez les signes de la croix pontique, parce que c'est des hypersignaux, comme la croix, c'est ça. Exploration aérodynamique. Le traitement de l'atrophie multisystématisée, bon, c'est le traitement du syndrome parkinsonien, c'est le levodopa, L-dopa, mais on a mauvaise réponse aux dopathérapies. La dystonie, on injecte la toxine, c'est ça, et le traitement de troubles génito-sphinctériens, on donne le driptane. C'est un anticholinergique, c'est pour établir l'équilibre entre la dopa et l'acétylcholine. Les potentiels artériels orthostatiques, on donne l'hydrocortisone, ce sont des corticoïdes, d'accord. Et minodrine, c'est des vasoconstricteurs pour les potentiels. Le DCC, c'est après 9 ans d'évolution. Malheureusement, paralysie supranucléaire progressive. Pour la paralysie supranucléaire progressive, la seconde cause la plus fréquente du syndrome parkinsonien. Après, bon, la maladie de Parkinsonien idiopathique. On a dit, dans le syndrome de Parkinsonien, on a la maladie de Parkinson idiopathique. Après, on a d'autres syndromes parkinsoniens, c'est la paralysie supranucléaire progressive. Elle se caractérise par syndrome parkinsonien, syndrome oculomoteur et syndrome démentiel sous-corticofrontal. Bon, à l'âge, prédominance, parkinsonia, c'est chez les hommes, médiane de survie, dégénérescence, bien sûr non fibrillaire, de protéines de taux, de cortex frontal. D'accord? Parce qu'on a dit un syndrome démentiel sous-corticofrontal. Il touche le cortex frontal et les ganglions de la base. Pour la sémiologie de paralysie supranucléaire, elle est supranucléaire. D'accord? On a le cortex, la substance blanche. Et dans la substance blanche, on a les noyaux de base. On a une dégénérescence non fibrillaire du cortex frontal. Pour la sémiologie de la paralysie supranucléaire, elle est supranucléaire. On a un syndrome oculomoteur, la paralysie supranucléaire touchant le regard vertical.
Parce que dans la paralysie supranucléaire, on a dit syndrome parkinsonien parce que c'est la plus fréquente des syndromes parkinsoniens. Après, on a le syndrome oculomoteur. Le syndrome oculomoteur et le syndrome démentiel. Le syndrome oculomoteur, c'est la paralysie. D'accord? C'est l'oculomotricité. C'est la paralysie supranucléaire touchant le regard vertical. Bon, on a dit, il y a un problème oculomoteur. Ce problème, il touche le cortex. C'est pour ça qu'on a les syndromes oculomoteurs, la paralysie supranucléaire et même on a une apraxie de l'ouverture des yeux. Imaginez, كل ما يقدرش يحل عينيه. يعني كي يغلقهم لازم هو يفتحهم بيديه. Vous imaginez, c'est l'apraxie de l'ouverture des yeux. ما يقدرش كيما حنايا الحمد لله نفتحوا عينينا بلا ما نفيقوا، مي هو يسيي يفتح عينيه. يعني لازم نحمدوا ربي على هذه النعمة. Apraxie de l'ouverture des yeux et blépharospasme. Blépharospasme, ce sont des contractions involontaires et répétées. Ce sont des contractions involontaires et répétées, d'accord? Ça veut dire des fermetures forcées des paupières, c'est ça. Le blépharospasme. Le syndrome parkinsonien aussi, parce que le syndrome parkinsonien, achinito-rigide, bien sûr, rigidité, symétrique, axiale, deux pas résistants. Et les deux pas résistants entraînant une altitude fixée, attitude fixée en extension avec, comme le rectocolis, c'est ça. On a l'atrophie multisystématisée, l'anticolie, ça veut dire flexion anormale du tronc. Ici, c'est le rectocolie. C'est une flexion involontaire du cou en arrière. D'accord? C'est rectocolie. Dystonie, contraction musculaire. C'est dystonie, on a dit une rectocolie. D'accord? C'est une flexion involontaire du cou en arrière avec une dystonie cervicale. C'est une contraction musculaire involontaire et tendance aux rétropulsions. Rétropulsions sont des mouvements aussi involontaires du tronc avec un risque de chute en arrière. Parce que c'est en arrière, rétropulsion, rectocolis. Syndrome neuropsychologique, une démence. C'est une démence sous-corticale, un ralentissement cognitif et trouble de fonction exécutive. Même on trouve un trouble de comportement moteur. Parce qu'il touche le cortex frontal. Pour l'IRM, on trouve une atrophie caractéristique du mésencéphale et de la partie supérieure de la lame quadrijumelle. Bon, on a parlé de paralysie supranucléaire progressive. On a dit qu'il y a une dégénérescence neurovasculaire du cortex frontal et des ganglions de la base. C'est pour ça on a l'atrophie du mésencéphale, d'accord, du mésencéphale et même la lame quadrijumelle. C'est entre le cerveau et le cervelet. D'accord, dans la lame quadrijumelle, on a dit, c'est entre le cerveau et le cervelet, il y a deux paires, d'accord, du noyau. Des noyaux oculaires et auditifs, c'est ça. Et la thérapeutique, bien sûr, il n'y a pas de traitement spécifique. On injecte la toxine, d'accord, même dans les antidépresseurs et une kinésithérapie. Bon, pour les pathologies avec des mouvements anormaux. La maladie de Huntington, affection neurodégénérative héréditaire. Elle est transmission autosomique dominante. Elle affecte essentiellement le striatum. Elle touche le striatum. Noyau de base, c'est le butama plus le noyau codé. C'est pour la motricité volontaire. Âge de début, 30-50 ans. Chromosome 4. Réduction massive du neurone GABAergique, c'est ça. De GABA et de acétylcholine, de cholinergique, c'est ça. On a deux neurones, GABAergique et cholinergique. Pour la sémiologie clinique, on a de la maladie de Huntington, c'est des troubles psychiques, troubles moteurs, troubles de sommeil et les crises d'épilepsie. Les troubles psychiques, c'est des dépressions, passion, dépression, irritabilité, troubles discrets de la mémoire. Bon, puis au stade avancé, on a des troubles dysexécutifs, ça veut dire des troubles cognitifs, d'organiser, d'accord, il ne peut pas organiser, des troubles phasiques, manque de mots, paraphasie, ça veut dire trouble de langage, il utilise des mots incorrects, des troubles praxiques, de la praxie, même on a des troubles moteurs, même des troubles de l'oculomotricité.
Même les mouvements choréiques, les mouvements choréiques sont des mouvements anormaux, avec la dystonie, avec la titose. La faute de la titose sont des mouvements lents, irréguliers, involontaires, c'est ça. Mouvements choréiques, c'est des mouvements brusques, rapides, amples, distaux puis proximaux. C'est ça les mouvements choréiques. Mais atitose, c'est des mouvements lents, irréguliers et involontaires. Pour la choré, c'est ça la choré. Les mouvements anormaux. D'accord, on a des mouvements brusques, rapides, amples, distaux puis proximaux. Pour l'imagerie cérébrale, on a une atrophie du noyau codé et du cortex frontal. D'accord. Parce que la maladie de Huntington, on a dit, elle affecte essentiellement le striatum. Le striatum qui est composé du butama et noyau codé. L'évolution suivie vers l'aggravation, soit rapide ou soit en quelques années. Trouble de la déglutition, amaigrissement et cachexie. C'est ça l'évolution de cette maladie. Le traitement, on donne les antidépresseurs. Et la choré, on donne l'halopéridol. C'est des neuroleptiques qui bloquent les récepteurs de dopamine à faible dose. Et pour les crises d'épilepsie, c'est la dipakine. D'accord, conseil génétique, c'est ça. Pour les pathologies neurodégénératives avec atteinte de motoneurones. Premièrement, on a la sclérose latérale amyotrophique, l'ASLA. L'ASLA, c'est une pathologie neurodégénérative liée à l'atteinte du neurone moteur. D'accord, on parle des neurones moteurs, mais les neurones moteurs centraux et périphériques. C'est pour ça, on a cortex cérébral, on trouve un syndrome pyramidal et neurogène périphérique. Parce que l'atteinte du motoneurones centraux, c'est dans le cortex cérébral, et périphériques sont dans la corne antérieure de la moelle épinière, et même les noyaux moteurs de bulbe. C'est ça la sclérose latérale amyotrophique. C'est syndrome pyramidal avec neurogène périphérique par l'atteinte des motoneurones centraux et des motoneurones périphériques dans la corne antérieure de la moelle. Bien sûr, elle est la plus fréquente des maladies de motoneurones, surtout masculins et après 60 ans. Certains facteurs environnementaux, d'accord, même les neurotoxiques, d'accord, même la consommation du tabac, d'alcool. Sémiologie clinique. Il existe plusieurs formes cliniques dont la plus caractéristique, c'est la forme brachiale. Signe d'atteinte périphérique, la faiblesse du déficit et le déficit moteur. On a le déficit moteur, c'est ça parce qu'une atteinte pyramidale, et surtout l'amyotrophie. C'est un signe précoce. C'est surtout dans l'ASLA, on trouve l'amyotrophie. Pour les taches bulbaires, on a dit il y a une atteinte du système nerveux périphérique, des motoneurones périphériques, une atteinte des motoneurones bulbaires et une atteinte du motoneurone central. Pour les bulbaires, bien sûr, c'est des troubles au niveau de l'étage bulbaire. C'est la déglutition, d'accord. Pour le central, les réflexes osseo-tendineux sont conservés ou exagérés parce qu'il y a un syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, c'est quoi? C'est l'hypertonie spastique. C'est les réflexes exagérés, vifs, c'est ça. Et l'amyotrophie. Et les signes pseudo-bulbaires. Pourquoi pseudo-bulbaires? Parce que ce sont des signes neurologiques, ce n'est pas des signes musculaires. C'est pour ça qu'on a dit signes pseudo-bulbaires, parce que le bulbe, c'est pour les muscles. D'accord? Ce sont des signes neurologiques, c'est la dysphagie, la dysarthrie. Les examens complémentaires. Bien sûr, le diagnostic de SLA, il est clinique et électrique. D'accord? Ce n'est pas par les examens complémentaires. Il est électrique et clinique. Électrique par l'électro-encéphalomyogramme. Il confirme l'atteinte du neurone moteur périphérique. Il montre l'extension des ondes cliniquement préservées, même on peut dire préservées. Il permet d'écarter certains diagnostics différentiels. C'est ça l'ENMG. Et pour l'IRM, d'accord, on peut faire aussi l'IRM cérébral. Il peut montrer une atteinte du faisceau pyramidal. Parce qu'il y a un syndrome pyramidal sous la forme d'une hypersignal T2. D'accord, il y a une atteinte du faisceau pyramidal. Et on peut éliminer par l'IRM
une pathologie du tronc cérébral. Par exemple, les tumeurs, lacunes. D'accord, parce que c'est des maladies neurodégénératives. C'est pas des pathologies comme des tumeurs ou des pathologies de la base du crâne comme une infiltration néoplasie des tumeurs. D'accord. Ah, celle-là, c'est une maladie neurodégénérative. L'IRM médulaire, pourquoi? Pour montrer une hypersignal du cordon antérieur de la moelle. Parce que c'est une maladie neurogène périphérique de la moelle pour éliminer certains diagnostics différentiels de la moelle. Étude de liquide même, on peut faire l'étude de LCR. Pourquoi? Parce que le LCR est normal dans la SLA. D'accord? Il n'y a pas de réaction cellulaire ni de hyperprotéinorragie. Le traitement de SLA, bon, pronostic du SLA, comment dirais-je, est très mauvais. C'est la mort. C'est pour ça, le traitement, c'est juste symptomatique. Traitement neuroprotecteur, on donne le riluzole, l'inhibiteur de libération du glutamate. Bon, et le seul traitement qui prouve son efficacité pour ralentir. D'accord? C'est juste pour ralentir l'évolution de SLA. Bien sûr, le patient de SLA, il faut déconseiller les efforts importants, la kinésithérapie, les antispastiques et psychologique, bien sûr, la prise en charge psychologique, on donne les anticholinergiques. C'est surtout les SLA, c'est les dysarthrie, troubles de déglutition, d'accord? Et même pour les troubles nutritionnels, on donne une sonde nasogastrique. Et oui, il y a des complications respiratoires jusqu'au VNI en cas d'hypercapnie. Pour les maladies neurodégénératives avec atteinte du cervelet et des voies cérébelleuses, on a premièrement l'ataxie cérébelleuse autosomique récessive. Bon, l'ataxie cérébelleuse autosomique récessive regroupe des maladies. Ce sont des maladies, bien sûr, neurodégénératives, parce que c'est le cours de neurodégénération, dégénérative, héréditaire, d'accord? Si héréditaire, à la fois rares, sont hétérogènes et sont complexes. C'est ça les ataxies cérébrales autosomiques récessives. Débutent insidieusement le plus souvent avant l'âge de 30 ans. D'accord? Si les ataxies débutent avant l'âge de 30 ans et s'aggravent progressivement. يعني هذه l'ataxie هتبدأ avant 30 ans et elle va s'aggraver jusqu'à un handicap majeur. C'est ça l'ataxie cérébelleuse autosomique récessive. Le tableau clinique dominé par une ataxie cérébelleuse. On commence par une ataxie. D'accord? Elle touche le cervelet avec d'autres signes. Avec cette ataxie, on peut trouver d'autres signes, des signes neurologiques, des signes extraneurologiques. Mais on a l'ataxie après aggravation jusqu'à un handicap majeur. Le caractère autosomique récessif d'une ataxie doit être évoqué. Pourquoi on dit si récessif? Parce qu'il débute avant l'âge de 30 ans. Et il y a d'autres cas semblables dans la fratrie. Subhanallah. Il y a les cas semblables dans la fratrie et la consanguinité des parents. D'accord, les parents متقاربين. Parce que dans le syndrome cérébelleux, on parle surtout des réflexes ossitendineux pendulaires. D'accord? Aussi comme un pendule. Ici, on a dit les réflexes, l'origine d'une aryflexie. Autre signe, on a dit un signe de Babinski bilatéral. D'accord? On a le signe de Babinski bilatéral, une cardiomyopathie. Bon, ce sont des autres signes avec cette maladie de Friedreich. Pour l'IRM cérébromédulaire, on a dit c'est une atteinte du cordon postérieur. C'est pour ça à l'IRM, on trouve une atrophie du cordon médulaire cérébral. On a d'autres ataxies avec déficit en vitamine E. D'accord? Il faut éliminer l'ataxie avec déficit en vitamine E par le dosage de vitamine E. L'ataxie par déficit doit être systématiquement exclue par le dosage de vitamine E. Bon, si la seconde plus fréquente après
en Afrique du Nord, je pense Friedrich, c'est ça. Elle débute avant l'âge de 20 ans. Son aspect clinique est superposable à celle de la maladie de Friedrich et on n'a pas de diabète et atrophie optique. Parce que dans la maladie de Friedrich, on a un diabète et on a aussi l'atrophie optique et une scoliose. C'est d'autres signes avec la maladie de Friedrich. Mais dans l'ataxie par déficit en vitamine E, on n'a pas de diabète et d'atrophie optique. Une rétinopathie pigmentaire est parfois mise en évidence. Un tremblement de chef. D'accord, c'est le tremblement. C'est les ataxies cérébrales, le tremblement. Et on a une faible amplitude associée à une dystonie. Dystonie, ça veut dire des contractions involontaires anormales et répétitives. Il y a un déficit en vitamine E, ça veut dire effondrement de taux de vitamine E, conféré par l'identification d'une mutation de la gène de la protéine transporteur de vitamine E. C'est ça, il y a des mutations qui votent pour la protéine de transport de alpha-tocophérol, ça veut dire c'est la forme active de vitamine E. Le traitement, c'est on donne par os le vitamine E, c'est ça. N'atteint pas des valeurs normales de vitamine E de façon quotidienne et chronique. Et notamment si le traitement est assuré progressivement de stopper la progression, d'accord? Et merci pour votre attention.